Bonjour, c'est René. Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs à ne pas faire en peinture. À mes débuts, en peinture, j'ai fait toutes les erreurs. Et d'ailleurs, je trouve que maintenant, les toiles que je faisais avant ont vraiment l'air de toiles de peinture de débutant. Alors que maintenant que ces erreurs-là, je ne les fais plus, je trouve que mes tableaux se sont beaucoup améliorés et qui n'ont plus l'air de peinture de débutant, mais plutôt de peinture de peintre avancé. En apprenant des techniques, en apprenant des choses simples de base et surtout en apprenant comment ne plus faire ces erreurs, maintenant, je peins mieux et je peins plus vite. Donc vous aussi, si vous savez quelles sont les erreurs à ne pas faire, vous allez vous dire peut-être « Ah ben tiens, c'est vrai, je faisais ça comme ça alors que ce n'est pas la bonne manière. » Donc vous allez éviter ces erreurs-là et vous aussi, vous allez avoir des tableaux qui vont être plus beaux. Puis aussi, ça va vous permettre de peindre plus vite, peindre mieux et plus vite. Donc c'est ce qu'on appelle finalement la progression. Ces techniques-là, je les ai apprises petit à petit au long de nombreuses années où j'ai suivi des cours auprès d'artistes peintres, des cours à l'université. Oui, moi aussi, avant, j'ai quand même lu des livres, j'ai regardé des vidéos dans YouTube, des vidéos sur Internet. J'ai acheté des cassettes vidéo VHS, parce qu'à l'époque, c'était VHS, même des DVD. On apprend, oui, c'est certain, j'ai appris des choses, mais ce n'étaient pas des vidéos ou des cours, même dans les livres, suffisamment pointus, suffisamment poussés. Ça n'est pas du tout la même chose que lorsqu'on est en vis-à-vis comme ça avec un professionnel. Lorsque je peignais avec un artiste qui me donnait des bons trucs, c'est sûr, ce sont des trucs que j'ai acquis, que j'ai conservés et que je vais utiliser, que je continue d'utiliser tout le temps lorsque je peins. Mais ce sont des sommes importantes d'informations que j'ai pu accumuler ici et là auprès de toutes ces formations que j'ai suivies d'une part, mais aussi depuis que je peins, donc ça fait depuis maintenant 1990 que je fais de la peinture, j'ai aussi acquis mes propres expériences et un petit peu aussi accumulé mes propres connaissances, mes découvertes. Et toutes ces choses-là, eh bien, ce sont des connaissances que je vais pouvoir vous donner et vous faire gagner tout ce temps-là finalement. Lorsque vous allez savoir ce qu'il ne faut pas faire et aussi ce qu'il faut faire bien entendu, vous allez vous dire « Ah ben oui, c'est vrai, ce sont des choses que je ne savais pas ou bien que je savais mais que je ne faisais pas. Maintenant, il va falloir que j'y fasse beaucoup plus attention. » Ce sont on va dire des trucs, des astuces, des choses qui sont vraiment très très utiles et qui vont vous faire gagner énormément de temps. Alors d'abord, je vais vous en donner une première. Par exemple, c'est ce que je vois souvent comme erreur, les gens qui vont faire, eh bien, ils vont peindre en commençant par les détails. Si vous commencez par les détails, vous allez avoir un tableau qui va être peut-être très joli, très beau de près à certains endroits du tableau. Ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Mais l'un par rapport à l'autre, et dans l'ensemble du tableau, vous n'aurez pas une belle harmonie, autant au niveau des couleurs, des ombres et lumières. Vous n'aurez pas des bonnes situations des éléments dans l'espace, c'est-à-dire que ce qui est devant doit paraître devant et ce qui est derrière doit paraître derrière. Mais si vous faites ça très détaillé, morceau par morceau, on va avoir l'impression que dans votre tableau, tout est plat, tout est à la même distance de la personne qui regarde le tableau. Donc, au lieu de commencer par les petits détails, lorsque vous faites de la peinture, commencez toujours par le plus large, le plus gros, ce qu'on voit le plus. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Si vous commencez tout de suite par les détails, vous n'aurez pas non plus les volumes. Par exemple, je vous donne un exemple simple, vous faites un animal où il y a beaucoup de poils. Et là, vous allez faire de suite les petits poils, la texture du poil. Ça vous attire énormément. Vous allez dire, comment est-ce qu'on peut faire une belle texture de poils? Bon, on prend un petit pinceau, puis on va faire les petits poils, les poils clairs, les poils foncés, comme ça, tranquillement. Et vous allez avoir fini votre animal, il y aura un superbe beau poil, mais il ne donnera pas l'impression du volume, par exemple, où la tête de l'animal tourne. On va avoir l'impression que tout est plat parce que vous n'aurez pas mis en premier les couleurs de base qui sont les ombres, les lumières, les reflets, ces choses-là qui font que on va bien voir l'effet 3 dimensions, l'effet du volume mettons, de la tête de l'animal. C'est ça qu'il faut faire d'abord. Et lorsque vous avez fini de faire cette couche de fond, si vous voulez, avec tous les volumes, là après vous allez pouvoir commencer à faire la texture du poil, faire les détails.
mais tout en respectant toujours ces choses-là, ces valeurs entre les clairs et les foncés pour donner les volumes. Donc ça, c'est le point numéro 1 au niveau des, on va dire des erreurs que les gens font, parce que c'est sûr que moi, je donne des cours depuis des années. Je donne des cours actuellement à une centaine d'élèves chaque semaine. On a 100 élèves ici qui viennent à l'atelier. J'apprends énormément en donnant ces cours-là de ce que font les élèves au niveau on va dire de leur peinture, ce qu'ils font comme erreur, ou bien ce qui leur manque, ce qu'ils ont comme lacune. Et en voyant cette centaine d'élèves, eh bien, moi ce que j'apprends, c'est que il y a des erreurs, il y a des lacunes qui sont récurrentes, qui sont redondantes entre les élèves. Ce sont toujours les mêmes erreurs qu'ils font. Donc, je suppose par la même occasion donc, que n'importe qui apprend à peindre, comme vous, si vous êtes débutant par exemple et que vous êtes en train de faire une toile, vous allez faire certainement ces mêmes erreurs-là. C'est un petit peu comme si ces erreurs étaient naturelles. Je le dis souvent dans mes cours d'ailleurs, pour pouvoir peindre comme il faut, eh bien, il faut chasser le naturel. Il faut faire des efforts dans le sens où je ne fais pas les choses comme je les aurais faites naturellement. Il va falloir prendre des habitudes et ces habitudes-là, après, deviennent naturelles. Là, ça va être bon. Mais au début, lorsqu'on fait des choses comme par exemple, je vais en parler un petit peu plus loin dans les autres points, des choses trop régulières, parce que dans la vie, on a tendance à être régulier. Regardez, on stationne les voitures le long du trottoir, là, quand elles sont en épi, vraiment droites les unes comme ça à côté des autres. Lorsqu'on fait des choses, on les range bien. Lorsqu'on met la table, on va mettre les fourchettes, les couteaux bien verticaux, bien droits, comme ça, à côté de l'assiette. On essaye toujours de faire les choses vraiment très très bien rangées, bien organisées et proprement. Et en peinture, des fois, lorsqu'on peint, il va falloir qu'on fasse tout à fait l'inverse. Et comme je dis des fois à mes élèves en plaisantant un petit peu, je leur dis, mets du bordel là-dedans, là, fais ça n'importe comment. Ça va être plus beau que si tu le fais bien. Si c'est trop bien fait, c'est moins beau que si c'est mal fait. Parce que ça va être trop régulier, ça va être trop beau. Donc ça n'aura pas l'air naturel. Ça, je le dis très très souvent dans les cours. Donc vous voyez, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention au début pour qu'après, ça devienne machinalement qu'on va faire les choses bien comme il faut. Donc la première chose, c'était ça, ne commencez pas par les détails. Les détails, on les fait à la fin du tableau. Attaquez-vous d'abord à l'ensemble, les zones les plus grandes, qu'est-ce qui est foncé, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid, de manière à donner d'abord à votre tableau du volume, de la profondeur, les ombres et lumières, ces choses-là, avant de rentrer dans les détails. Peindre machinalement est une grosse erreur que font la plupart des gens. Je vois du monde qui prend son pinceau, prend de la peinture et qui peint. Et voilà. Et avec le pinceau, qu'est-ce qu'on fait? On frotte et on frotte et on frotte. À quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ok, si je fais un ciel, un grand ciel, ok, oui, bon, je peux frotter un peu pour étendre la peinture, pour qu'elle prenne plus d'espace sur la toile, pour que ça me coûte moins cher en matériel. Bon, ça c'est peut-être un argument. Mais vous pouvez tout aussi bien reprendre la peinture, en remettre, en reprendre, en remettre. Là, ça sera peut-être un peu moins économique, mais ça peut être plus joli aussi. Mais les personnes qui vont faire quelque chose dans le tableau, mettons quelque chose de petit, un personnage, je prends mon pinceau, ma peinture, je mets ma couleur ici, mettons ma couleur d'ombre, je prends ma couleur de lumière, je mets ma couleur ici, et puis là je vois que les gens ils peignent, ils frottent, ils frottent, ils frottent. Je dis arrête, arrête, c'est trop. Tu l'as mise la couleur là, elle y est là, arrête de frotter. Pourquoi tu continues à peindre? Ah je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Il faut faire ce qu'on veut faire, ce qu'on sait qu'on veut faire. Donc, regardez, la peinture, c'est visuel. Vous avez un modèle et vous avez votre toile. Vous devez mettre la couleur qu'il y a sur le modèle ici, sur votre toile là. Vous prenez la couleur sur la palette, vous la mettez au bon endroit, et une fois qu'elle y est, arrêtez de peindre. Ça suffit, c'est tout. Elle y est. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez continuer à peindre. Les clairs se mélangent avec les foncés. À un moment donné, ça a été beau, puis maintenant, ça ne l'est plus. Parce que les couleurs se sont mélangées, vous avez perdu le contrôle. Qu'est-ce que vous devez mettre sur la toile? Vous devez mettre ce que vous voulez y voir. Je veux voir cette couleur-là, là. Je la prends, je la mets là. Une fois qu'elle y est, on ne touche plus. Surtout, ne touchez plus. Alors, vous allez pouvoir peindre plus vite, mieux, et ça va être plus beau. Alors que si vous peignez
qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez ce que vous avez mis qui a été beau, ça devient moins beau. Il va falloir soit attendre que ça sèche pour recommencer la semaine d'après, soit l'enlever pour le refaire à nouveau. Donc, on ne peut pas aller plus vite dans ces conditions-là, ça va être beaucoup plus long. Il faut prendre son temps pour faire les choses bien et rapidement. Et là, vous allez peindre mieux et plus vite. On réfléchit, on prend ça, je le mets là, tout, c'est fait. C'est visuel. Une fois que vous avez sur la toile la couleur que vous voulez y voir, à l'endroit où vous voulez la voir, ça suffit. Ça, c'est vraiment très important. Peindre machinalement, c'est comme si on voulait passer le temps. C'est une erreur que les gens font beaucoup, beaucoup. On frotte la toile avec le pinceau. Ou bien le tapotage aussi, on tapote. Par exemple, vous avez des arbres, de la végétation à faire. Bien sûr, c'est une texture. Il y a du feuillage clair, il y a du feuillage foncé, donc ça crée une texture. Alors moi, ce que je vois souvent, c'est la personne prend sa couleur et puis va aller sur son tableau et va faire toc, 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 toc. Vous entendez le toc, toc? La musique est régulière. Et la touche sur le tableau va être régulière aussi. Mais il n'y a rien de régulier dans la nature. Les zones d'ombre et les zones de lumière sont différentes, à différentes positions. Ici, c'est plus dense, ici, c'est plus épars. Et donc, il faut réaliser sur le tableau ce qu'on voit sur notre modèle, mais pas quelque chose qui est fait machinalement. Parce que ce que je vois, alors à ce moment-là, les gens prennent la couleur foncée, par exemple, toc, 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 toc. Ils vont faire une grande zone comme ça. Après, ils prennent le clair, ils vont encore toc, 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 pour faire du feuillage. Et là, je vais voir, ben, c'est plat. Oui, ça fait peut-être une jolie texture, mais souvent, elle est trop régulière. Mais c'est plat, pourquoi? Parce que ça a été travaillé sur une grande zone, avec les clairs, avec les foncés. Tout est clair, tout est foncé, tout est moyen sur une grande zone, et il n'y a pas de volume. Alors que normalement, on devrait travailler sur une petite zone, sur la petite zone. Regardez, est-ce qu'ici c'est clair ou c'est foncé? Mettez-y vos petites touches de clair, mettez-y vos petites touches de foncé, puis passez à une autre zone. Et moi, lorsque je fais on va dire de la végétation, des arbres, je fais volontairement attention à ne pas prendre une régularité ou un rythme avec mon pinceau. Je ne ferai pas le toc, 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 toc. Moi, ce que je vais prendre mon pinceau, je vais venir, je vais faire tac, 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 tac. Vous voyez, volontairement, je vais casser et puis je ne reste pas au même endroit. Tac, 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 ici, ici, ici. Je vais pouvoir casser tout le temps cette régularité qui fait que mon tableau ne sera pas régulier, donc il va avoir l'air plus naturel. Ça, faites attention à ça, c'est quelque chose que je vois énormément, énormément, énormément. Alors la grosse erreur aussi qui est très redondante que les gens font, et je l'entends souvent, pendant que la personne peint, à un moment donné, un soupir, ou bien c'est pas beau, ou bien j'aime pas ça, c'est laid. Alors là, c'est parce que la personne est en train de peindre. Lorsque vous êtes en train de peindre, ne jugez pas votre travail. Si vous le jugez pendant que vous êtes assis proche de votre tableau, vous n'êtes pas sur le bon côté de votre cerveau pour pouvoir le juger, donc vous ne trouverez jamais rien de beau, mais vous n'êtes pas non plus sur le bon côté du cerveau à ce moment-là pour pouvoir peindre. Vous ne trouvez pas ça beau parce que vous êtes trop près, mais vous ne pouvez pas bien peindre parce que vous n'êtes pas sur le bon côté du cerveau. Donc vous voyez, lorsque vous jugez votre tableau que vous êtes en train de peindre, vous êtes en train de créer deux conditions qui font que vous ne pouvez pas faire une belle peinture. Si vous voulez juger votre tableau, je le dis, je le redis, je le redirai encore, levez-vous, tournez le dos à votre tableau, allez-vous-en loin, et en revenant vers votre tableau, vous retournez vers votre tableau, et là, vous allez le juger de loin. Mais jamais, jamais pendant que vous peignez. Pendant que vous peignez, tout ce que vous devez faire, c'est comparer avec votre modèle ce que vous êtes en train de faire de façon technique. Par exemple, vous dites, bon, est-ce qu'ici c'est assez clair par rapport à mon modèle? Est-ce qu'ici c'est assez foncé? Est-ce que cette ligne est dans la bonne inclinaison, la bonne direction? Est-ce que cette masse est de la bonne forme? Vous voyez, je parle de ligne, je parle de masse. Je ne dis pas le mur de la maison, la rue, l'œil, le nez. Non, il faut dire ceci, cela. Il ne faut pas mettre de nom parce que si vous dites l'œil, oups, ça y est, vous êtes sur le mauvais côté du cerveau. Parce que pour vous, vous voyez un œil. Et un œil, vous risquez de l'inventer, de le créer comme vous l'avez dans votre tête. Et là, on doit faire vraiment ce qu'on voit comme on voit. Donc, ça va être plutôt cette ligne-là, ceci, cela, cet angle, cette forme. Allez-y toujours comme ça pour ne pas penser, ne pas juger. Donc, vous devez faire ce que vous voyez techniquement sans juger. Ça, c'est très important. Ne pas y aller avec le côté émotif, mais seulement le côté très technique.
Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps, vous allez peindre beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus facile et vous allez avoir d'excellents résultats. Alors, ce que font aussi les gens comme erreur, là, c'est une erreur, c'est sûr que c'est on va dire un sentiment, une sensation qui est naturelle et qu'il faut vraiment combattre, c'est la peur. La peur de quoi? La peur de mal faire, la peur d'abîmer, la peur de ne pas pouvoir retrouver le même mélange de couleurs. Toutes ces peurs-là, il faut les mettre de côté complètement. Oui, je sais qu'au début, c'est difficile on va dire, de peindre avec un mental de quelqu'un qui a des années de pratique. On vient de commencer, par exemple, on a peur de tout. Mais dites-vous une chose, c'est que la toile, là, c'est une toile, elle ne mord pas, elle ne fait pas mal. Et puis, vous risquez rien. Même si vous l'avez manqué, on pourra la retravailler, on peut la recommencer, on peut la corriger. On la met aux poubelles, on en fait une autre, c'est pas grave. Ce qui est important, d'abord, c'est de ne pas vous mettre de pression avec un projet trop, on va dire, trop difficile selon votre niveau. Et une attente trop difficile selon votre niveau. Par exemple, si vous débutez, ne pensez pas que vous allez faire un super beau et grand tableau pour le donner à quelqu'un qui l'attend. Donnez-vous une chance au moins d'apprendre avant de produire. Donc, enlevez-vous cette peur déjà. Faites un tableau pour vous. C'est un exercice que si vous le manquez, c'est pas grave, on le met à la poubelle. Et si vous pensez comme ça, déjà votre tableau va être plus beau. Il va être plus beau que si c'est un tableau que quelqu'un attend et que vous devez lui faire. Si vous faites des pratiques et des exercices, vous n'avez pas la pression, donc vous aurez moins peur. La peur de faire quelque chose que vous ne pourrez pas corriger, non, on peut tout corriger en peinture. À l'huile ou à l'acrylique, il n'y a aucun problème. C'est juste à l'aquarelle que c'est plus difficile. Mais si vous êtes débutant, ne faites pas de l'aquarelle, ou du moins, faites-en de la très très facile. Là. Et puis encore une fois, c'est juste du papier, donc vous le faites, vous le déchirez, vous le recommencez. À la troisième fois, ça sera beaucoup plus facile qu'à la première. Mais en peinture à l'huile ou à l'acrylique, on peut toujours couvrir, cacher par autre chose. On peut toujours corriger et apporter une amélioration à ce qu'on vient de faire. Donc, enlevez-vous la peur de mal faire. Enlevez-vous la peur de ne pas réussir à faire la même couleur. Parce que si vous peignez, comme je l'explique souvent, en modulation, eh bien, vous n'aurez pas besoin de refaire exactement la même couleur. Et puis, je vous dirais qu'en acrylique, refaire exactement la même couleur en acrylique, c'est quasiment impossible dans le sens où la peinture acrylique, en séchant, elle devient un peu plus foncée. Donc, si vous avez une couleur, mettons un ciel sur votre toile, et que vous voulez faire la même couleur, vous la faites sur la palette, vous la présentez devant votre toile et vous dites « Waouh, c'est super, merveilleux, c'est la même couleur ». Vous la mettez, 5 minutes après, elle est devenue plus foncée, donc ça ne matche plus avec le reste, ça ne marche plus. Donc, vous voyez, c'est quasiment impossible. Il vaut mieux refaire le ciel au complet plutôt que d'essayer d'apporter des corrections en peinture acrylique. En peinture à l'huile, oui, on peut refaire la même couleur, la mettre, puis elle ne changera pas en séchant. Il y a moins de problèmes. Mais regardez, essayez de faire toujours de la modulation et comme ça, vous n'aurez pas besoin de refaire exactement la même couleur parce que cette zone, une fois qu'elle est modulée, elle n'est pas d'une couleur, mais elle est de plusieurs taches, de plusieurs couleurs. Et les reprises sont beaucoup plus faciles à faire. Donc, je vous dirais, une des erreurs qui est fréquente aussi, c'est de peindre trop en aplat, c'est-à-dire de peindre d'une couleur unie. Si vous peignez d'une couleur unie tout le temps partout et que vous avez une correction à faire, une reprise, il faudra faire vraiment la même couleur. Alors évitez ça, peignez plutôt de manière modulée, c'est-à-dire votre couleur de base. Je ne sais pas, moi, mettons, vous faites un orange, mettez de l'orange, mais des fois vous le mettez un peu plus jaune, des fois un peu plus rouge, des fois un peu plus brun, et puis vous changez vos couleurs comme ça par petites taches, ça va donner un style à votre tableau, votre peinture, ça va être de la modulation, et si vous avez à faire une reprise là-dessus, ça sera plus facile parce qu'il n'y a pas une couleur à reproduire, il y en a plusieurs, donc ça va être mêlé là-dedans, ça sera très très bien et plus facile à cacher. S'il y a eu en dessous cette modulation, je ne sais pas moi, un sujet, un élément que vous avez recouvert et caché par de la peinture, parce que vous dites ça, cet élément, je ne le veux plus, je le cache. Si vous le cachez derrière une couleur unie, on le reverra toujours. Ça va être impossible à le faire disparaître complètement. Tandis que si vous le cachez derrière des couleurs modulées, ah ben là, il va disparaître parce que c'est derrière une texture, derrière d'autres choses, des éléments différents. Dans les peurs aussi, il y a la peur de foncer. Ah oui, ça je le retrouve tout le temps, tout le temps. Lorsque vous avez des ombres et lumières à créer, à réaliser, des contrastes, le foncé, il vous fait peur. Le foncé fait toujours peur.
Et là, les personnes vont peindre leurs ombres et lumières, et puis après, je passe devant et je dis, regarde, ton ombre, elle n'est pas assez foncée. Ah oui, il faut foncer plus que ça. Moi, j'aurais jamais fait plus foncé. Oui, mais parce que regarde ton modèle, le modèle, il est plus foncé. Alors souvent, ça arrive que je prenne le pinceau, je lui montre, je fais, ah, la personne a la peur, elle dit, oh mon Dieu, j'aurais jamais osé. Et oui, mais si tu n'oses pas, le tableau, il ne sera pas beau. Il n'y aura pas ces effets de volume, d'ombre et de lumière. Donc c'est là où on va utiliser l'échelle des gris s'il faut. Sur le cercle chromatique, vous avez une échelle des gris, là, de 0 à 10. Mettez-la sur votre modèle, regardez la zone à foncer, elle est à quel numéro, puis vérifiez sur votre peinture ce que vous avez fait, vous êtes rendu à quel numéro, et là vous allez voir qu'il va certainement falloir apporter une correction et foncer plus. Une erreur que font les gens, c'est de ne pas suffisamment foncer les zones foncées qui sont dans le tableau. Et des fois j'ai entendu les personnes qui me disaient « oui, mais moi j'aimerais ça que mon tableau soit lumineux ». Eh bien justement, si vous foncez plus les zones dans l'ombre, les parties claires vont paraître plus lumineuses et le tableau va paraître encore plus lumineux que si on garde tout ça, tous les foncés plus clairs, eh bien ça va diminuer la force d'éclair. Au niveau des corrections, alors voilà, ça aussi c'est une erreur que les gens font souvent. Lorsque vous faites une peinture et vous avez fait une erreur, quelque chose qui ne fonctionne pas, il ne faut pas s'acharner, alors là je parle surtout pour la peinture à l'huile, il ne faut pas s'acharner à recouvrir tout le temps avec de nouvelles couleurs par-dessus, avec du clair parce que c'était trop foncé, ou du foncé parce que c'était trop clair, puis tout se mélange, on n'y arrive pas, puis là qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon ben, je le ferai la semaine prochaine. Là, on vient de perdre du temps et reculer. Souvent, ce qui est plus facile à faire, eh bien, c'est la zone que vous voulez corriger. Prenez un petit peu de solvant, nettoyez-la avec du solvant, un pinceau, vous essuyez, vous remettez un peu de solvant, vous essuyez, vous épongez, et comme ça, vous allez pouvoir retirer ce qui n'était pas bien. Et une fois que c'est retiré, vous pouvez y aller avec vos nouvelles couleurs, votre correction à faire. Donc, plutôt que de se battre avec quelque chose qui ne fonctionne pas, supprimez-le, enlevez l'erreur, puis recommencez. Et là, vous êtes sur une toile sèche, avec de la peinture fraîche, et puis ça va fonctionner comme il faut. Dans le mouillé, c'est bien plus difficile que sur le sec. À l'acrylique, c'est la même chose. Vous avez simplement à attendre. Attendez que ça sèche. Au lieu de vous battre avec, là, pendant des heures, à essayer de corriger quelque chose qui ne fonctionne pas, laissez sécher. Prenez du temps de recul. Travaillez ailleurs en attendant. Quand ça sera sec, vous allez revenir, vous allez pouvoir corriger la zone à corriger facilement. Et vous savez qu'en acrylique, si vous voulez corriger avec des couleurs un peu transparentes, comme les rouges, les jaunes et les oranges, il va peut-être falloir mettre du blanc à la zone à corriger, laisser sécher, puis après mettre les couleurs transparentes que vous voulez par-dessus. Une autre erreur que je vois souvent aussi, bon, par exemple, sur un tableau qui a été peint en 2 couches, ce qui est tout à fait normal. Vous faites votre dessin, votre première couche. La première couche est faite de manière sommaire. On peint en utilisant à peu près les bonnes couleurs, en les mettant à peu près aux bons endroits, sans rentrer dans les détails. Et là, je dis bien à peu près les bonnes couleurs, à peu près aux bons endroits, ce qui veut dire que à la deuxième couche, il va falloir faire les choses comme il faut. Et souvent, ce que je vois, la grosse erreur, c'est que les gens vont revenir sur leur première couche avec les mêmes couleurs, aux mêmes endroits. Si vous voulez, ils font une copie de la première couche avec une deuxième couche, comme s'il fallait simplement qu'il y ait 2 épaisseurs de peinture. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire à la deuxième couche, c'est faire simplement le tableau comme il faut le faire. La première couche, elle était là juste pour faire un fond, pour nourrir la toile, pour la préparer à recevoir le tableau. Donc, vous allez à la deuxième couche, non pas respecter la première couche, mais plutôt respecter votre modèle, respecter votre sujet. Et là, vous allez devoir certainement apporter des modifications à la première couche, c'est-à-dire déplacer quelque chose, faire la couleur plus foncée ou la faire plus claire. Donc, on va faire les choses comme il faut pour le tableau et non pas pour la première couche, parce que sinon, ça va s'appeler pas une deuxième couche, mais une deuxième première couche sur laquelle il faudra à un moment donné commencer à travailler comme il faut et à faire les choses comme il faut pour que ça ressemble à votre tableau. Une erreur aussi que je vois, ça c'est peut-être des fois un peu moins fréquent, mais ça arrive et puis c'est très dérangeant pour la personne qui peint, c'est de peindre, surtout en peinture à l'huile encore une fois, avec une peinture qui n'est pas diluée comme il faut. Ça veut dire qu'elle va être soit trop épaisse, soit trop diluée. Une peinture trop diluée, surtout en deuxième couche, attention, la première couche c'est pas grave, mais la deuxième couche, lorsque vous allez peindre, elle va être trop diluée, donc elle va être transparente.
elle ne cachera pas suffisamment ce qui est en dessous pour pouvoir faire ce que vous voulez y faire. Une peinture trop diluée va peut-être même couler. Vous ne pourrez pas revenir rajouter quelque chose dessus parce que de suite dans le frais, ça va se dissoudre par ce solvant ou ce médium et la nouvelle couleur que vous allez mettre, elle va disparaître là-dedans, tout va se mélanger. Ça va faire ce qu'on appelle de la boue. Une peinture trop épaisse aussi va vous empêcher de peindre comme il faut. Vous allez avoir la trame de la toile qui va faire des petits points où la peinture va manquer à certains endroits. Dans certains cas, ça peut être correct parce que ça va être un style de peinture. Mais souvent, lorsqu'on veut faire les choses, on va dire, de manière, dans le style, si vous voulez, du débutant, ou pour réussir notre tableau et apporter ce qu'on a sur notre modèle, sur la toile, il va falloir une dilution de la peinture un petit peu, surtout si elle est trop pâteuse et trop épaisse, mais juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. Ça, la dilution de la peinture, c'est quelque chose qui est assez important pour que ça soit plus facile pour vous de peindre et bien entendu que, encore une fois, le résultat soit meilleur. Une autre erreur, alors là, je reviens aussi sur le fait qu'il vaut mieux peindre en modulation que de couleur unie. Une erreur fréquente, c'est que les gens, lorsqu'ils font des mélanges de peinture sur la palette, ils vont trop mélanger. Ils vont rendre cette couleur, ce mélange-là, trop lisse et trop uni. Lorsqu'on fait un mélange sur la palette, admettons, je ne sais pas, moi je vais faire un violet, donc je prends du rouge, je prends du bleu, je prends du blanc, je les mets proches les uns des autres sur ma palette, et là je commence à mélanger pour trouver ma couleur, mais je ne mélange pas toutes les couleurs ensemble également, parce que je ne sais pas si il va falloir que je mette plus de blanc, plus de rouge ou plus de bleu. Donc je vais aller chercher un peu de rouge, de blanc, de bleu que je viens de rapprocher, puis je fais mon mélange, et je garde ces trois couleurs autour, le blanc, le rouge et le bleu, une petite partie intacte. Dans ces parties-là, je pourrais aller rechercher peut-être un peu plus de l'une ou un peu plus de l'autre. Donc comme ça, je vais avoir un mélange de couleurs qui peut encore évoluer. Et ce mélange de couleurs, au lieu de le faire lisse et vraiment uni, eh bien, je vais le garder des fois plus rouge, des fois plus bleu, des fois plus blanc. Et de cette façon, lorsque je vais prendre mon pinceau pour aller peindre sur ma toile, je vais pouvoir aller un peu plus par-ci ou un peu plus par-là sur ma palette pour que ma couleur sur la toile soit modulée. Parce que si c'est bien mélangé sur la palette, ça va faire lisse sur la toile et uni. Donc ça va être ce qu'on appelle un aplat. Et les aplats en peinture, ça crée des problèmes. Par exemple, lorsque j'ai besoin de faire une reprise, je l'ai dit plus tôt, une correction, ou lorsque je veux cacher quelque chose qui est en arrière, ça crée beaucoup de problèmes. Il vaut mieux peindre en modulation. Une légère modulation, ce n'est pas obligé que ce soit multicolore, là, légèrement modulé. Ça veut dire que si j'ai un ciel bleu, il peut être un peu plus mauve par là, un peu plus clair par là. Ouais. Vous voyez, c'est pas une couleur lisse et unie. Puis on peut même voir les couches, les coups de pinceau sur la toile. Puisqu'on fait de la peinture, on ne fait pas de la photo. Et en même temps, pendant qu'on fait nos mélanges sur la palette, faites attention, encore une fois, une erreur aussi que je trouve souvent, c'est que les gens vont étendre leur mélange sur la palette énormément et ça prend beaucoup de place. Vous n'avez plus de place pour faire vos mélanges. Essayez de travailler en rapprochant, en rassemblant vos couleurs en petits tas, de manière à avoir toujours des parties propres sur votre palette pour continuer à travailler. Et surtout ceux qui peignent à l'acrylique et qui n'utilisent pas une palette humide, vous allez voir que si vous étendez votre couleur acrylique sur la palette, en 2 minutes, elle est sèche, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, si vous la rassemblez en tas, ce petit tas de peinture mettra beaucoup plus de temps à sécher qu'une peinture étendue. Et si vous peignez à l'acrylique aussi, une autre erreur, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est une question de ne pas perdre de temps ou c'est la flemme de le faire, mais il faut changer l'eau de votre pot où vous lavez vos pinceaux. Changez l'eau souvent parce que si vous avez de l'eau qui est trop sale, lorsque vous allez faire une couleur claire, avec une eau qui est noire, ça ne pourra pas faire une belle couleur claire, vous allez salir vos couleurs. Essayez de travailler toujours de façon proprement, ça veut dire une eau toujours propre pour vos peintures acryliques, pour vos pinceaux, pour nettoyer vos pinceaux, donc il faut changer l'eau souvent. Évitez d'avoir des pinceaux trop chargés de peinture aussi, parce que vous allez perdre le contrôle. Votre pinceau chargé de peinture, si vous ne le nettoyez pas bien au moment de changer la couleur, si vous avez fait un bleu foncé qui en a encore dans le pinceau, quand vous allez vouloir mettre du blanc quelque part, votre blanc il va devenir bleu, c'est certain. Donc ça prend un pinceau toujours bien propre pour aller chercher des couleurs sur la palette, pour maîtriser, pour être toujours dans le contrôle de ce qu'on veut faire.
Alors une erreur aussi, ça on vient plutôt au début de la peinture, lorsqu'on va faire un tableau, vous avez votre modèle qui est une photo que vous aimez bien, une photo que vous avez trouvée sur internet ou que peut-être que vous avez prise vous-même. Et là vous prenez la photo puis vous commencez votre dessin. Attendez, analysez votre photo d'abord avant de commencer à peindre. Est-ce que sur votre photo, tout est important? Est-ce qu'il n'y a pas une chose ou deux en superflu que vous pourriez peut-être éliminer, que simplement ce n'est pas intéressant de l'avoir dans le tableau, ou peut-être même encore pire, qui va nuire à l'ensemble de votre tableau et de l'équilibre ou de la composition ou ceci, cela? Prenez le temps, regardez votre modèle comme il faut, puis donnez-vous toutes les libertés. C'est votre tableau, c'est votre création que vous allez faire. Donnez-vous toutes les libertés pour lui apporter à cette photo-là, à ce modèle, tout ce qui pourrait être embellissant. Comme ça, déplacer un sujet, supprimer quelque chose, un élément, déplacer un élément, changer une couleur. Si vous avez une maison avec un toit vert dans une forêt, ça ne sera pas beau. Mettez un toit rouge. Vous voyez, essayez un petit peu d'analyser votre modèle et regardez qu'est-ce que vous pourriez faire pour lui apporter quelque chose de mieux, un peu plus beau, pour que ce soit un tableau plus beau que la photo, tout simplement. Donc, ne vous lancez pas tout de suite dans le dessin de la photo sans avoir d'abord un petit peu analysé votre photo. Alors, une autre erreur que je vois, et puis assez fréquemment, c'est lorsque on va peindre d'après une photo et qu'on va mettre sur la toile, sur notre peinture, un élément qui se trouve sur le modèle, mais cet élément, on n'a pas pu l'identifier. Ça m'est arrivé encore cette semaine. L'élève s'en va mettre quelque chose sur le tableau. Là, je lui dis, qu'est-ce que c'est que tu as mis là? Et la personne me dit, je ne sais pas, c'était sur la photo. Il me semble que c'est une montagne ou une maison, je ne sais pas. Alors, si tu ne sais pas, quand ça sera sur le tableau, tu vas avoir beaucoup de questions. Les gens vont voir le tableau et vont dire, qu'est-ce que c'est que tu as fait là? Ah ben, il va falloir répondre ça. Ah ben, je ne sais pas, c'était sur le modèle, fait que je l'ai mis. Ouais, mais si on ne sait pas qu'est-ce que c'est, il vaut mieux pas le mettre. Moi-même, ça m'est arrivé une fois. C'est pas que je ne savais pas ce que c'était, je le savais. C'était un chevalet en bois sur lequel on met des bûches pour les scier, des bûches de bois. Mais ce chevalet en bois, là, il y avait comme... en avant, ils avaient fait comme en bois une tête, on aurait dit une tête de chien ou je ne sais pas quoi. Ah, vous voyez, je ne sais pas quoi, une tête de je ne sais pas quoi. Et moi, ça, je l'ai mis dans le tableau. Et les gens regardaient ma peinture et disaient, hey, ton tableau est beau, mais le chien que tu as fait, là, il n'est pas tellement réussi. Ah oui, mais c'est parce que ce n'était pas un chien, c'était un chevalet pour couper du bois. Vous voyez, j'avais fait cette erreur-là de reproduire sur ma toile quelque chose dont j'avais quand même un petit doute sur le modèle, sur la photo. Donc ça, c'est vraiment une chose à ne pas faire. Vous avez un doute sur un élément qui est sur le modèle, ne le mettez pas sur la toile. Sinon, vous allez avoir des centaines de questions, puis vous ne pourrez pas y répondre. Lorsque vous avez aussi un modèle, une photo avec un tronc d'arbre qui est coupé par le bord de l'image. L'arbre, il n'est pas dehors, il n'est pas dedans, il est coupé en deux. Ça, ne mettez jamais ça sur un tableau. L'arbre, vous le mettez au complet, vous le rentrez dans le tableau au complet, ou bien vous le mettez simplement pas, il est dehors. Vous pouvez mettre une branche qui rentre dans le tableau, par exemple, avec des feuillages, mais pas un tronc coupé en deux par le milieu. Là. Ça, c'est une grosse erreur de composition, ça n'est pas esthétique, ça n'est pas beau. Donc c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Pensez-y. Une autre erreur, on parle à ce moment-là d'un petit peu de composition, une autre erreur que je vois souvent, lorsque ça arrive, admettons, vous avez des lignes qui sont dans un paysage, par exemple, parallèle. Par exemple, vous avez une colline qui fait comme ça, une bosse à un endroit, et la colline qui est un peu en avant, elle fait la même bosse au même endroit. Ah ben là, ça fait deux lignes parallèles, c'est pas beau, c'est pas esthétique. Déplacez-en une, faites une colline comme ça, une autre bosse ici, déplacez les bosses pour pas que ça se suive. Ou bien, par exemple, vous avez un toit de maison, comme ça, là, et puis juste en arrière, vous avez une colline qui fait une bosse. Fait que ça fait des lignes parallèles. Décaler les éléments pour que ça ne le fasse plus. Ça, il faut éviter de reproduire nos sujets lorsqu'ils sont comme ça. Il faut apporter une amélioration, une correction. Vous voyez, vous avez des points qui se rejoignent dans ce que je vous dis aujourd'hui sur les erreurs à ne pas faire. Alors, c'est une règle de base de composition. Ne centrez pas un sujet en plein milieu du tableau. Ne mettez pas la ligne d'horizon en plein milieu du tableau. Essayez de composer un petit peu, ça c'est toujours important. Et je vais finir avec une autre erreur que les gens font en peinture. Et là, ça retarde beaucoup l'avancement dans le tableau. C'est simplement
peindre ce que vous ne voyez pas dans le tableau. Alors je m'explique. Simplement, par exemple, vous avez un ciel avec beaucoup de nuages et un petit peu de ciel bleu ici et là. La plupart des élèves, les débutants surtout, vont dire, bon ben, je vais peindre d'abord tout le ciel bleu au complet, puis après je ferai les nuages dessus. Oui, mais c'est parce que ce ciel bleu là, il n'y en a pas. Il y en a juste 2-3 petites taches comme ça. Derrière les nuages, il n'y en a pas du ciel bleu. Alors pourquoi faire le ciel bleu puisqu'on ne le voit pas? Pourquoi faire ce qu'on ne voit pas? Tu devrais faire plutôt les nuages, et une fois que les nuages sont faits, peut-être 2-3 taches de ciel bleu là où on le trouve. Vous voyez? Ça, c'est une grosse erreur. Faire les choses qu'on ne voit pas, plutôt que de faire les choses qu'on voit, à quoi ça sert? Parce que une fois que son ciel bleu sera fait, il ne pourra pas faire les nuages tout de suite parce que les nuages vont devenir bleus, parce que la peinture sera fraîche. Il va falloir attendre que ça sèche une semaine, vous voyez? Donc au lieu d'avancer, on recule. On se remet les bâtons dans les roues. Et s'il veut faire les nuages tout de suite dans le ciel bleu, ben, ça va se mélanger, ça ne sera pas agréable, on ne pourra pas faire ce qu'on veut. C'est mieux de peindre sur une toile qui n'est pas fraîche, qui est sèche. Donc il y a d'autres exemples certainement où ça arrive, ça, les gens vont vouloir faire ce qui est en arrière et non pas ce qui est en avant. C'est comme si vous avez un personnage qui est de dos, là, par exemple une femme avec des cheveux très longs dans le dos. Et comme si vous vouliez faire d'abord le cuir chevelu avant de faire les cheveux. Non, vous ne le feriez pas, ça. On ne fait pas ce qui est derrière les cheveux parce qu'on ne le voit pas. Bon, pourquoi faire le ciel bleu à la place des nuages alors qu'on voit les nuages? C'est exactement la même chose. Donc, il faut faire ce qu'on voit et non pas ce qu'on sait qu'il y a en arrière de ce qu'on voit et qu'on ne voit pas et qui serait inutile de faire. Voilà un petit peu ça. Ce sont des... Alors, je pourrais vous en dire encore et encore, des erreurs à ne pas faire. Il peut y en avoir des centaines et des milliers. On en trouve tout le temps. Donc, si on pense à toutes ces choses-là, au moment où on peint et qu'on fait attention à ne pas faire ces erreurs lorsque se trouve devant le cas, par exemple, je suis en train de faire mon feuillage comme ça, toc, 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 toc. Il va vous dire, ah ben non, c'est vrai, il ne faut pas que je fasse ça, ça ne sera pas beau. Je vais essayer de m'appliquer à faire ce que je vois comme je le vois par petites zones. Vous voyez, vous avez corrigé une erreur que vous alliez faire et vous venez de sauver du temps. Vous savez que votre tableau sera beaucoup plus beau et donc vous vous améliorez, vous peignez plus vite et mieux finalement, si on regarde bien. Donc voilà, ça c'est un petit peu le genre de cours théorique, parce que j'ai de la théorique, j'ai aussi beaucoup de pratique que je donne dans ma formation. J'ai une formation en ligne qui est extrêmement complète, où ça va depuis avant même de commencer à peindre, le matériel studio, les outils, tout ça, le dessin sur la toile, toutes les techniques de peinture, que ce soit de l'huile, de l'acrylique, un petit peu de pastel, un petit peu d'aquarelle, tous les styles aussi, que ce soit du figuratif jusqu'à l'abstrait. Pas mal tous les modèles, tous les sujets sont traités dans cette formation-là. Il y a des cours, on va dire, pratiques par chapitre, par exemple les couleurs, le mélange des couleurs, ou comment faire les mauves, comment faire les oranges, du dessin, les perspectives, 1, 2, 3 points de fuite, perspective des ombres, des personnages, comment faire une mise au carreau pour pouvoir reproduire un modèle sur une toile, comment préparer notre toile, la tendre, la rendre lisse, la texturer. Il y a des heures de cours, il y a des centaines de cours sur cette formation-là. Et donc, si vous voulez, alors je vous mets un lien ici en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller voir cette formation. Et si vous voulez, si vous êtes intéressé aussi, je vous offre gratuitement aussi comme ça 6 cours en vidéo, 6 cours un peu dans ce style-là de théorie, un cours par jour que vous allez pouvoir recevoir sur votre boîte de courriel. Vous allez recevoir un lien pour aller voir ces vidéos-là. Un cours par jour pendant 6 jours. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour pouvoir me laisser votre adresse de courriel, votre adresse mail, et je vous enverrai tous les jours, pendant 6 jours, un lien avec une nouvelle vidéo que je vais faire et que je vais vous envoyer par la suite. Donc je vous remercie beaucoup, j'espère que ces petites idées vont vous aider. Je suis là pour ça, je suis là pour vous aider, pour vous donner des trucs, des théories et des pratiques. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, dans la formation, il y a aussi des réalisations de tableaux au complet, en pas à pas,
Il y en a qui font, ils sont séparés par chapitre, hein. Il y en a qui vont jusqu'à 20 chapitres, donc c'est vraiment des qui durent 4 heures, et puis vous pouvez aller voir juste ce que vous voulez, si vous voulez, à chaque fois sur les tableaux que je suis en train de réaliser. C'est tout en HD, en streaming, donc vous pouvez voir ça sur votre tablette, votre ordinateur, votre téléphone, à la maison, dans le bus, dans le métro, dans la voiture, au travail, en vacances, à la mer, sous l'eau, où vous voulez. Vous pouvez regarder vos vidéos n'importe quand. Ça vous permet d'apprendre, et en apprenant comme ça, on continue à s'améliorer, et puis c'est comme ça qu'on devient bon et excellent. N'oubliez pas que ce sont des trucs que moi j'ai acquis avec énormément d'années de temps de formation, que là je vous livre en quelques heures. Ça va vous prendre des heures, des mois, peut-être des années si ça vous plaît, parce que c'est une formation sous forme d'abonnement mensuel ou même annuel. Puis je vais rajouter à chaque semaine de nouveaux cours. Je n'arrêterai pas. C'est non-stop, c'est continuellement enrichi par des nouveaux cours et des nouvelles connaissances, et puis du plaisir pour vous, du plaisir pour que votre peinture, votre façon de peindre, votre loisir finalement devienne une véritable passion. Alors n'hésitez pas, laissez-moi votre adresse de courriel et je vous envoie ces 6 cours en vidéo gratuitement, entièrement gratuitement. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.